Bonjour et bienvenue, merci d'être là avec nous pour cette table ronde intitulée « La liberté contre le capitalisme ». C'est le titre du livre éponyme de Yannick Bosch, ici présent, et de David Casasas, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour parler de son ouvrage. Mais contre mauvaise fortune, mon cœur, nous avons le plaisir d'avoir l'honneur que Mathieu Hochkorn accepte et puis soit disponible pour venir remplacer David au pied levé, ce qui va donner à la table une autre allure, mais non moins intéressante, sur l'histoire conceptuelle de la notion de revenu inconditionnel. Nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Lodine Grappon, qui est aussi membre du conseil d'administration du mouvement français pour le revenu de base. Et récemment, non, pas si récemment, mais ça fait 2 ans que... Un an. Ah bah voilà. Nous fêtons son anniversaire de sa soutenance de thèse. Et donc le sujet de la table, c'est l'histoire de la notion de revenu de base inconditionnel. Je m'appelle Télémac, je m'occupe des recherches, du programme de soutien à la recherche au sein du mouvement français pour un revenu de base, dans le cadre duquel on organise des séminaires, et moi-même je prépare une thèse sur la définition de la notion de revenu inconditionnel, et je vous parle de ça, pas seulement pour vous parler de moi, apprécier, mais aussi parce que ça a un rapport direct, moi, avec le sujet de cette table ronde, puisqu'en fait, la notion de revenu de base inconditionnel en tant que telle, elle est forgée à l'occasion d'un colloque qui a lieu en 1986, qui donne lieu à la naissance d'un réseau, dont on a été mentionné ce matin, le BIEN, le Basic Income Earth Network, à l'époque Basic Income European Network. Et ça, c'est Mathieu, qui aujourd'hui travaille depuis quelques années, 2-3 ans maintenant, mais quand même ça, une histoire de la notion de revenu inconditionnel par le prisme de la création du BIEN, qui va vous en parler davantage. Mais en fait, la création de ce réseau et donc de cette notion a permis aussi à inciter à amener le désir d'en faire l'histoire, de voir dans l'histoire quelle forme avait pu prendre ce désir. Dans mon propre travail, je tends à... J'affirme, je tente d'affirmer, de montrer qu'en fait, la notion de revenu de base inconditionnel qui nous réunit aujourd'hui a 2 sens. Un sens qui est étroit, qui est une manière de distribuer des ressources, et un sens large, un idéal, qui est l'idéal de la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels d'existence. C'est quelque chose qui est apparu, je crois, dans l'intervention de Guillaume Matelier ce matin. Et il se trouve que Yannick Bosch, qui lui est historien de la Révolution française, qui a fait sa thèse sur Thomas Paine et sur le moment particulier qui a amené Thomas Paine, ce révolutionnaire donc anglais qui a participé à la Révolution française, états-unienne, a publié un pamphlet sur la justice agraire qui a été qui est considéré comme la première forme de proposition et de justification théorique de la notion de revenu de base inconditionnel. Yannick Bosch, qui faisait sa thèse sur ce sujet, a depuis continué en travaillant sur la Révolution française à travailler ce thème et les différentes manières dont celle-ci pensait, les différents penseurs pensaient la question de la garantie des moyens d'existence. Et cela l'a emmené au fil des années, à travers un partenariat avec aussi une collaboration de longue date avec David Casasas et un groupe de théoriciens politiques basés à Barcelone, à aboutir à produire ce livre dont il va nous parler plus longuement. Je t'en prie. Merci Télémac, merci de me donner la possibilité d'être là, de rencontrer quelque chose qui n'est pas toujours facile, c'est-à-dire des intentions militantes et des travaux qui sont des travaux de recherche historique. Pour un historien, c'est toujours assez fascinant d'être face à des retombées concrètes, en fait, de choses qui sont enfouies dans les archives, dans la poussière, mortes dans un petit coin comme ça, et qui en fait se révèlent importantes pour tenter d'agir aujourd'hui. Alors c'est l'objectif du livre. L'objectif du livre, c'est effectivement un état des lieux, un jalon en fait de travaux qu'on poursuit depuis une quinzaine d'années avec David et toute l'équipe de Barcelone, et de mon côté des historiens de la Révolution française, donc des historiens qui rencontrent des théoriciens politiques, qui sont plus du côté de la philosophie politique. Et donc cette jonction entre le passé et le présent qui structure le livre, qui a structuré notre rencontre, et une catégorie, une notion qui est celle de républicanisme, celle de république.
truc complètement enfoui dans l'histoire, dans le vieux, dans la poussière. Ça ne donne pas envie, a priori, quand on parle de République aujourd'hui. On en a une vision très punitive, incarnée dans l'espace public par des gens comme Donald Trump, qui s'appelle les Républicains, le parti républicain qui se dit en France et qui ne donne pas non plus très, très envie. Mais il existe depuis un certain nombre d'années, depuis 25 ans, 30 ans, des courants autour de ce qu'on appelle le néo-républicanisme, qui essayent de revisiter cette notion pour lui donner, on va dire, une nouvelle vigueur, à un moment où les grandes idéologies qui ont guidé nos représentations du monde depuis 2 siècles s'épuisent. Donc le 19e et le 20e ont été marqués par le productivisme, par l'extractivisme massif. Il a commencé à être théorisé à la fin du XVIIIe siècle. Donc le capitalisme tel qu'on le connaît est théorisé et pensé à la fin du XVIIIe siècle. Et à ce moment, va engendrer 2 idéologies antagonistes, mais qui sont, on le dit dans le bouquin, les deux faces d'une même pièce, qui sont la lecture libérale du monde et la lecture socialiste du monde. Dans ce qu'elles ont de standardisé, puisqu'évidemment, dans chacun de ces courants, on peut avoir des approches qui sont autres. Donc, on arrive à un moment donné dans un monde qui est marqué par le chaos, qui est marqué par l'impossibilité de prolonger quelque chose qui ressemblerait à l'extractivisme tel qu'on l'a connu, à du productivisme, et donc les 2 idéologies qui ont accompagné ce cycle de 2 siècles aussi arrivent, estime-t-on, à épuisement, et il y a une fenêtre qui s'ouvre, en fait, un espace qui s'ouvre pour une autre manière de penser la liberté, qui a été captée par la tradition libérale, pour dire les choses rapidement, et une autre manière de penser la justice sociale qui a été captée également par une tradition socialiste. Alors, je mets des guillemets à chaque fois, puisque c'est le récit standard de chacune de ces traditions. Et donc, cet espace est celui qu'on essaye de travailler dans l'ouvrage, en partant du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en partant avant ce moment productiviste, extractiviste, qui va se constituer au XIXe ou au XXe. Donc on pense que les idéologies qui naissent dans cette phase-là font partie du problème, en fait. Et qu'il est essentiel de revenir au point de départ, avant que ce cycle ne prenne forme, pour essayer de repérer s'il n'y a pas déjà, donc au XVIIIe siècle, des pensées de la liberté ou des pensées de l'égalité qui ne seraient pas celles qu'on a connues et qui ont donc accompagné ce moment-là. Des pensées qui ont été bien largement invisibilisées par ce qu'on appelle le récit des vainqueurs, en fait, dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui a fait circuler des personnages en les sortant finalement de ce qu'ils étaient dans leur époque au XVIIIe siècle pour en faire des jalons d'une ou de l'autre de ces idéologies. Et donc le bouquin est centré sur 3 personnages totalement incompatibles les uns avec les autres, dont on montre qu'ils ont une même idée de la liberté, incompatible avec celle qui est portée par le capitalisme, et une même idée de la liberté qui non seulement n'est pas compatible, mais fondamentalement critique du capitalisme, parce que cette idée de la liberté est fondée, et ça rejoint cette tradition républicaine et néo-républicaine telle qu'elle va revivre à la fin du XXe siècle, autour de philosophes comme Philippe Petit en particulier, ou d'historiens comme Quentin Skinner. Cette tradition républicaine pense la liberté non pas comme absence d'entrave, je peux agir jusqu'où je veux, et malheureusement la loi va m'arrêter un moment, mais idéalement quand même il faudrait que je puisse aller où je veux. Ne va pas penser non plus la liberté comme étant obligatoirement l'action politique dans la cité, c'est parce que j'agis
comme les Grecs en fait, hein, ou les Romains, c'est parce que j'agis dans la cité que je suis libre, mais va penser la liberté comme non-domination. Je suis libre si tu es libre et si je le suis également. Je suis libre uniquement si je ne domine personne et que personne ne me domine. Donc c'est une liberté qui est pensée comme réciprocité. C'est pas le fait de pouvoir agir comme je le veux qui fait que je suis libre, mais que je ne sois pas dominé, que personne ne me domine. On voit tout de suite que la définition, elle n'est pas une liberté qui est attachée à un individu, qui est simplement un droit individuel, mais que c'est une liberté qui est pensée comme un rapport social. Elle est pensée dans le rapport à l'autre, cette liberté. Elle ne peut exister que dans ce rapport à l'autre. Autrement, il y a des maîtres et il y a des esclaves. Et donc, il y a aussi une idée d'universalité de cette liberté. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont libres et égaux en droit. Vous connaissez la Déclaration des droits. Ça veut dire que si nous sommes tous libres, nous sommes tous égaux devant la liberté. C'est-à-dire que nous avons tous un droit égal à la liberté. Donc la liberté et l'égalité sont pensées ensemble dans cette vision du monde. Et les penser ensemble contre ce qu'on a appris, c'est-à-dire que quand on augmente la liberté, en fait, on va contre l'égalité, puisque je peux agir comme je le veux, ça sera au détriment des autres, je ne vais pas redonner mon argent à l'impôt parce que ça capte quelque chose que j'ai gagné avec mon corps, l'usage de mon corps, ma liberté. Et donc l'égalité, il en faut bien, parce que autrement ça te foutoir, mais c'est quelque chose qui me gêne. Et de même, augmenter l'égalité voudrait dire limiter la liberté. Donc on est dans une pensée qui est très forte au XVIIIe, mais qui s'enracine dans des réflexions théoriques et dans des pratiques politiques, en particulier dans la communauté villageoise des paysannes, depuis fort longtemps, et qui au XVIIIe siècle commence à émerger de manière extrêmement forte, et qui est portée par tout un tas de personnages. Alors, je vais reprendre le départ. Qui sont ces trois personnages? Le premier, c'est... Enfin, le premier, celui qui me vient à l'esprit, le premier, parce qu'on en a parlé, c'est Thomas Paine. Thomas Paine, donc quelqu'un qui est anglais, qui est américain, qui est français. Quelqu'un qui, sur les trois lieux dans lesquels une pensée révolutionnaire de la société se constitue au XVIIe, au XVIIIe siècle, et qui va être dans le récit standard dont on a hérité, l'incarnation de la Révolution américaine, la bonne Révolution américaine, par opposition à la méchante Révolution française, qui est marquée par la terreur, le sang, la violence, alors que la Révolution américaine serait un idéal type, en fait, de révolution propre, entre guillemets. Thomas Paine, c'est les droits de l'homme. Voilà. Et donc le deuxième personnage, qui n'a pas du tout a priori avec Thomas Paine, c'est Robespierre. Un Robespierre qui est l'incarnation de la mauvaise révolution, l'incarnation de la terreur, mais dont on explique dans l'ouvrage qu'il partage avec Thomas Paine exactement cette même idée de la liberté que je viens de définir. Et le troisième personnage qui est encore plus apparemment hétéroclite dans cet ensemble, c'est Adam Smith. Donc celui qu'on nous a vendu comme le turiféraire du capitalisme débridé, dont on montre qu'il est, au contraire, dans sa pensée, un républicain. Ça ne veut pas dire qu'il soit un révolutionnaire. Paine, Robespierre sont des révolutionnaires. Smith n'est pas un révolutionnaire. Mais c'est quelqu'un qui déploie une même idée de la liberté, une même idée de l'état de société, et une même idée de la régulation, de l'appropriation que l'on va trouver chez les trois autres personnages. Alors pour avancer, je ne sais pas quel... J'ai encore quelques... Encore 3 minutes. Encore 3-4 minutes. Donc pour avancer autour de ça, mais on en rediscutera. On s'aperçoit qu'il y a dans cette pensée républicaine, qui est bien différente que la nôtre. Si je vous dis que la République c'est la non-domination, ça veut dire que toutes les pensées de la non-domination aujourd'hui sont républicaines. Elles ne sont pas woke, elles ne sont pas islamo-gauchistes, c'est ce que je veux dire. Donc on nous a vendu une idée de la République qui est à l'inverse de ce qu'on trouve dans l'archive. Donc on n'est pas les seuls à dire
dire ça, hein, c'est quelque chose que l'on a en commun chez tous les spécialistes de ces questions-là, d'être sidéré par ces usages aujourd'hui de la République punitive, une espèce de vision, on va dire, identitaire de la République qui est à rebours de ce qu'on trouve, nous, dans la tradition républicaine. Donc dans cette tradition républicaine, il y a l'idée que je ne dois pas te dominer et que tu ne dois pas me dominer. Autrement, tu n'es pas libre. Et cette liberté n'est pas simplement un état de fait, on va dire, purement juridique, où on reconnaîtrait un droit pour tous. Et c'est l'idée que cette liberté n'est possible que si j'accède aux moyens qui me permettent de la garantir. Donc il n'y a pas de liberté possible s'il n'y a pas des conditions matérielles et immatérielles qui permettent de garantir cette liberté. Donc cette liberté n'est possible dans cette pensée-là que si chacun peut accéder à une existence digne. S'il n'y a pas accès à une existence digne, alors il n'y a pas de liberté. On n'est pas dans un système de la liberté garantie, on n'est pas dans un état de société, on n'est pas dans une res publica, on n'est pas dans une chose publique, on n'est pas dans un commonwealth, une richesse commune. On n'est pas dans une république, on est dans ce qu'un philosophe anglais du XVIIe appelle l'état de guerre. On est dans un état de guerre et la société n'est pas constituée. Pour que cette société puisse exister, être constituée, il faut que chacun puisse accéder donc au droit à l'existence, qui est la raison pour laquelle on se met ensemble. Il n'y a pas besoin de garantie si on est dans un état de jungle où le plus fort peut faire ce qu'il veut. Donc la société, elle est faite pour le plus faible d'entre nous. Si le plus faible d'entre nous a une existence qui est garantie, alors on peut penser que notre société existe en tant que telle. Alors c'est pas facile, hein. Ça veut pas dire qu'en le disant on le fait, c'est pas performatif, mais c'est au moins l'horizon que l'on se propose de faire sur le plan législatif, de faire que le plus faible des êtres humains puisse avoir une existence digne. Et vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui va fondamentalement contre l'idée capitaliste, dans la mesure où le capitalisme naît dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, commence à apparaître et à être théorisé à ce moment-là. Le capitalisme, ça veut dire l'obligation de passer par le rapport marchand. Ça ne veut pas dire le fait qu'il y ait de l'argent, ça ne veut pas dire le fait qu'il y ait des profits, ça ne veut pas dire le fait qu'il y a des gens qui volent d'autres en essayant de faire de l'argent, ça ne veut pas dire le fait qu'il y ait des échanges, ça ne veut pas dire qu'il y ait des marchandises, il y a toujours eu ça. Il y a des êtres humains, il y a ça. En revanche, l'obligation de passer par le rapport marchand, c'est ce qui va caractériser le capitalisme. Donc la violence du marché, l'obligation de passer par le marché est quelque chose qui définit le capitalisme. Et ce capitalisme va pouvoir fonder ça en expropriant des individus, donc en les dépossédant, en leur retirant ce qui garantit leurs moyens d'existence, qui pouvait être ce qu'il y avait dans les communautés villageoises, par exemple, le fait que chacun pouvait accéder à la propriété de l'autre avec son troupeau ou récupérer des grains qui étaient tombés au sol. Donc on a bien au XVIIIe siècle une propriété individuelle, une propriété privée, mais qui n'est pas une propriété exclusive. On a une propriété qui peut être privée, qui peut être transmise, mais qui est une propriété qui est partagée par d'autres. C'est une propriété sur laquelle il n'y a pas qu'un propriétaire, mais plusieurs propriétaires. Le seigneur, vous savez, hein, bien sûr, mais aussi la communauté villageoise, la communauté paysanne. Et donc cette idée que chacun doit pouvoir vivre du sien et avoir une existence digne, et donc que la propriété, comme la liberté, est un rapport social. La propriété, c'est pas simplement la relation d'un homme, d'un être humain à une chose, mais c'est des êtres humains par rapport à cette chose. Cette chose, elle ne peut être prise, elle ne peut être accaparée que si ça ne met pas en danger la liberté de l'autre, et donc ça ne met pas en danger son droit à l'existence. Donc on a toute une pensée de la politique, une pensée de la République qui se construit autour de ces principes dont on essaye dans le livre de rendre compte et dont on parlera, j'imagine, ici. On a plus de, voilà. Et simplement pour finir, pour reprendre le point de départ, Thomas Paine, dans ce contexte-là, pendant la Révolution française, alors que plein de gens réfléchissent à cette question du droit à l'existence, comment garantir un droit à l'existence? Qui va réguler ça? Est-ce que c'est un État centralisé? Est-ce que c'est une administration? Est-ce que c'est la population? Et la réponse, chez les montagnards, chez Robespierre, c'est la population qui doit régler ça.
c'est quelque chose qui appartient à la souveraineté populaire, et donc c'est localement qu'on va régler cette question-là. Paine, à ce moment-là, réfléchit, se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas capter sur les héritages, au moment où la propriété se transfère, quelque chose qui serait redistribué de manière inconditionnelle et universelle à tous les individus, justement pour faire que cette République existe, et qu'elle ne soit pas simplement une projection. Voilà, merci. Oui, merci à toi Yannick. D'ailleurs, en même temps que Paine, un peu avant, après la recherche historique plus récente, on a Thomas Paine qui proposait aussi quelque chose de très décentralisé, mais donc, voilà, après cette histoire de la tradition républicaine ou néo-républicaine au sens philosophique, de la res publica, la chose publique, la chose commune, on a une histoire d'une autre chose commune, une autre qui est née dans les années 80, à la fin des années 80, et dont Mathieu va nous dire un mot. Oui, merci beaucoup et oui, merci aux organisateurs de m'avoir sollicité. Et c'est toujours un plaisir quand on fait une recherche de pouvoir, par ailleurs, s'adresser à un public qui ne se limite pas à ces simples... que cette recherche puisse éventuellement trouver un intérêt dans des cercles qui ne sont pas uniquement ou strictement universitaires. Voilà, moi pour ma part, je vais revenir sur des débats plus récents, ceux qui sont intervenus dans les années 80, 90 et au tout début des années 2000, autour du revenu de base, et sur la formation à cette occasion de ce qu'on pourrait appeler un mouvement international ou transnational en faveur du revenu de base, hein, et qui s'est notamment matérialisé durant ces décennies par la création du BIEN, donc du Basic Income Earth Network, qui s'est d'abord appelé le Basic Income European Network quand il a été créé en 86, officiellement, hein, comme l'a rappelé Télémac tout à l'heure. C'est une présentation qui s'appuie sur une recherche en cours que je mène sur l'histoire de l'idée de revenu universel à travers l'histoire de ce réseau d'intellectuels et d'acteurs politiques. Et c'est une recherche qui est une recherche en cours, hein. Ce qui veut dire que certaines conclusions que je vais énoncer peuvent éventuellement avoir encore un caractère provisoire. C'est une recherche qui s'appuie principalement sur le dépouillement des archives du réseau, sur le dépouillement des publications qui ont été faites au sein du réseau ou autour du réseau, et sur des entretiens avec certaines des figures historiques du bien. Voilà, je tiens également à préciser que je suis politiste, hein, par ailleurs, ce qui veut dire que je m'intéresse à la fois au contenu des idées, mais aussi beaucoup aux aspects, comme vous le verrez, je dirais institutionnels, au sein desquels elles s'inscrivent, hein, et à leur dimension militante. Voilà, donc je vais revenir, hein, sur la genèse de ce réseau, la formation du réseau, sa première institutionnalisation, le travail qui s'est fait en son sein, et puis j'évoquerai très rapidement à la fin l'histoire plus récente, et notamment comment le réseau devient mondial, entre guillemets, au début des années 2000, en tout cas devient officiellement mondial au début des années 2000. Alors, comme l'a rappelé Télémac, hein, le réseau Le Bien est créé officiellement en 86, à l'issue d'un colloque qui se tient à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, du 4 au 6 septembre. Ceci dit, si on veut comprendre sa genèse, hein, il faut remonter un petit peu plus loin dans le temps, en tout cas au moins quelques années auparavant, pour essayer de comprendre comment justement, hein, ces acteurs, comment des liens se sont noués entre des acteurs de différents, et actrices, hein, de différents pays européens, et comment ces personnes se sont trouvées à Louvain pour fonder ce réseau. Alors en la matière, on peut prendre plusieurs points de départ, hein, puisqu'il y a plusieurs groupements intellectuels ou politiques qui se constituent dans différents pays européens au début des années 80 autour de la défense de propositions qui s'apparentent à une forme de revenu universel, de revenu inconditionnel, même si on l'appelle pas forcément comme ça à ce moment-là. Voilà, donc on a des groupements de ce type qui se forment en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en France en général de très petite taille, hein, par ailleurs. Mais si on s'intéresse justement à la manière dont ces mouvements se sont connectés entre eux, donc à une échelle européenne, hein, il faut repartir des réflexions qui se constituent dans le courant de l'année 83, essentiellement, hein, au sein d'un petit groupe d'acteurs en Belgique, au sein du parti écolo, qui donc est le parti écologiste wallon, qui vient tout juste de se créer, et aussi parmi quelques professeurs ou quelques universitaires, hein, de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. En effet, qu'est-ce qui se passe là-bas? En décembre 82, on a un jeune philosophe, hein, de l'Université de Louvain, qui vient tout juste d'être recruté, enfin deux ans avant, et après avoir soutenu une thèse de philosophie politique à Oxford, hein, Philippe Van Parijs, que je pense beaucoup connaissent, qui fait circuler au sein de la commission socio-économique d'Écolo, donc de ce parti écologiste wallon, une note
où il propose de réfléchir à une proposition qu'il baptise du nom d'allocation universelle, et qui se veut, si j'ose dire, une proposition qui vise à offrir au Parti écolo une forme de politique économique qui le démarque à la fois de la gauche socialiste et de la droite libérale. Alors en quoi consiste la proposition? Il faut dire aussi que cette proposition, elle est formulée dans un contexte qui est celui un peu de l'offensive néolibérale en Europe, qui se fait sentir en Belgique comme dans d'autres pays, puis qui se fait sentir aussi aux États-Unis avec l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. Et Van Parijs, dans cette première note, cette première version, se montre très soucieux à la fois de répondre à cette offensive néolibérale en sauvant, si j'ose dire, les valeurs de solidarité qui caractérisent la gauche, tout en se montrant sensible à la séduction que pourrait exercer la défense un peu inconditionnelle des libertés dont se réclament les différents courants libertariens de l'époque. Alors la proposition qu'il fait, qu'il propose plutôt comme une piste de réflexion, elle est particulièrement radicale, puisqu'il propose de distribuer un revenu de manière totalement inconditionnelle, en tout cas indépendant de toute forme de recherche d'emploi, par exemple, ou de contrôle des ressources, à l'ensemble des individus de la naissance à la mort, donc une allocation dans cette version qui serait croissante avec l'âge, et prévoit-il avec le degré de handicap, et dont le montant, il reste assez flou, mais pourrait, il estime autour de 40%, voire plus, du PIB par habitant. Enfin, je dis 40%, mais potentiellement plus, puisqu'elle est censée croître avec l'âge, donc elle peut atteindre des niveaux beaucoup plus élevés en fin de vie. Et la contrepartie qu'il propose, c'est de faire de cette allocation universelle, de substituer pour l'essentiel cette allocation universelle au système de sécurité sociale existant à l'époque en Belgique, avec la liberté pour les individus de compléter cette allocation universelle par la souscription à des formes d'assurance. Voilà, donc encore une fois, c'est une proposition qui prend sens essentiellement à l'époque dans les débats qui caractérisent le parti écologiste, ce parti écologiste wallon, et ce souci d'avoir une ligne économique qui les démarque à la fois, encore une fois, de l'étatisme, de ce qui est perçu comme l'étatisme de la gauche socialiste, et de l'autre côté, de l'indifférence aux inégalités de la droite libérale. Mais très rapidement, il y a un groupe de travail qui se constitue autour, en tout cas à Louvain-la-Neuve, qui va prendre le nom de collectif Charles Fourier, que Van Parijs préside avec d'autres collègues ou amis, notamment Philippe de Fette, qui est à l'époque est économiste, qui ensuite, et qui est un des membres fondateurs d'Écolo, qui ensuite va poursuivre une carrière essentiellement politique, Paul-Marie Boulanger, qui est un sociologue indépendant. Et ce groupe de travail, non seulement va essayer de réfléchir autour de cette idée, et va essayer de se renseigner pour savoir si d'autres propositions du même type ont pu être formulées ailleurs, et notamment ailleurs en Europe, et si des travaux existent autour de cette question. Et c'est comme ça qu'un travail de connexion, si j'ose dire, à travers les frontières européennes va commencer à se constituer. Alors c'est pas un travail facile à l'époque, puisqu'on n'est pas, faut se projeter, on n'est pas à l'époque d'Internet, on ne peut pas faire une recherche sur Google ou Google Scholar ou je ne sais quoi pour voir s'il existe des travaux autour de cette idée, qui en plus n'a pas encore vraiment de nom. Il faut passer par le bouche à oreille, ce qui veut dire que ça se fait de manière assez progressive. On les informe, alors notamment Philippe Van Parijs, qui va quand même être un peu la tête chercheuse, ne serait-ce que parce qu'il a des talents de polyglotte qu'il peut exploiter. Il a 2 langues maternelles, le français et le néerlandais. Il a fait son doctorat à Oxford et il a par ailleurs étudié aussi en Allemagne. Ça facilite ce travail de connexion, et voilà. Mais il faut par le bouche à oreille, on vous dise il y a tel économiste qui a écrit un article sur une idée qui ressemble un petit peu. Il faut dans ce cas-là se faire procurer l'article, donc se faire envoyer des photocopies papier par la poste, ou écrire à tel centre de recherche en Allemagne pour demander le programme, le catalogue papier des publications des chercheurs du centre, écrire aux gens, etc. Donc tout ça prend un petit peu de temps, mais petit à petit, ce Van Parijs et ce groupe
se connectent à différents réseaux. Alors à des acteurs français, d'une part, et notamment à André Gors, avec qui Van Parijs va entamer une longue correspondance, et qui va le connecter avec d'autres acteurs français, notamment les représentants de ce qu'on appelle le petit groupe des abondancistes, qui sont représentés par la physicienne Marie-Louise Dubois, qui est une amie d'André Gors, et qui tient un journal qui s'appelle La Grande Relève. Il se connecte aussi à un certain nombre d'acteurs au Royaume-Uni, en découvrant la formation d'un groupe, le Basic Income Research Group, qui se constitue en 1983 et qui regroupe des personnalités assez variées. Parmi les chevilles ouvrières, on trouve par exemple une assistante, Hermione Parker, une assistante parlementaire du groupe conservateur à la Chambre des communes, mais aussi le sociologue Bill Jordan, qui est plus proche du Parti travailliste, et puis surtout qui a été un des principaux fédérateurs des mouvements de chômeurs, et plus largement de ce qu'on appelle les claimants, au Royaume-Uni dans la décennie 70 et au début des années 80, où on trouve aussi un physicien qui s'appelle Case Roberts, et spécialiste de l'étude de l'informatique, de l'automation, mais qui est aussi connu pour être un des pères fondateurs de la bombe H britannique. On trouve également l'économiste féministe Annie Miller, qui commence également à écrire sur ces questions. Voilà, donc le groupe se connecte aussi à des acteurs en Allemagne, Michael Opielka par exemple, qui est un assistant des Verts allemands, et puis rapidement le politiste allemand Klaus Hofe. Et puis surtout le groupe découvre aussi un débat une ébauche de débat public qui s'est constituée aux Pays-Bas, notamment suite à un rapport d'un syndicat des travailleurs de l'alimentation en faveur de ce que les Néerlandais appellent le Basisinkommen. Voilà, et c'est le début pour Van Parijs aussi d'une longue correspondance et d'échanges intellectuels nourris avec un philosophe néerlandais qui est Robert van der Veen, avec qui il va écrire plusieurs articles sur l'allocation universelle. Alors, parallèlement à ce travail de connexion entre les différents groupes, le collectif Charles Fourier continue à travailler. Il a publié un manifeste en faveur de l'allocation universelle, un dossier d'une revue belge qui est la revue Nouvelle, et sur la base de ce capital, se décide le projet d'organiser un grand colloque européen à Louvain-la-Neuve, qui se tient donc en septembre 86. Et donc qui est le colloque fondateur du bien qu'évoquait Télémac. Voilà, donc ce colloque, il va réunir 74 participants et participantes, alors 62 hommes, 12 femmes, de 15 nationalités différentes, parmi lesquelles les Belges et les Néerlandais sont assez fortement surreprésentés. On peut remarquer aussi d'autres traits saillants en ce qui concerne les participantes à ce premier colloque, ce colloque fondateur. Alors un premier trait saillant, c'est la domination quand même des universitaires parmi les participants. 38 des 74 participants, avec beaucoup d'économistes, un certain nombre aussi de philosophes, de sociologues, de politistes, quelques physiciens, enfin 2 physiciens en l'occurrence, enfin un physicien et une physicienne. Un autre trait saillant, c'est la forte représentation des organisations écologistes. Donc on a vu, c'est le cas des acteurs liés au groupe écolo, mais c'est le cas aussi de plusieurs des participants venus d'Allemagne, par exemple. Voilà, donc on a une forte représentation des militants et des organisations d'inspiration écologiste. Et puis peut-être le troisième trait saillant à souligner au niveau justement des acteurs qui viennent davantage du monde politique, c'est la forte représentation des organisations de chômeurs. L'idée étant à l'époque aussi chez une partie de ces défenseurs de ce qui va du coup s'appeler revenu de base, que justement ces mouvements de chômeurs pourraient préfigurer une sorte de mouvement social qui pourrait aussi porter l'idée. Si on regarde un petit peu les débats, on a différents lignages théoriques qui se rencontrent et qui se croisent à Louvain. Certains participants se réclament du socialisme au sens strict du terme. C'est le cas par exemple d'un économiste belge, Gérard Roland, qui conçoit le revenu de base comme un des piliers d'une économie socialiste marquée par l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Voilà, on a des sociodémocrates, on a des économistes du travail, des gens qui viennent de l'économie du travail, comme l'économiste Guy Standing, qui est fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail, et qui voit dans le revenu de base aussi une réponse à la précarité croissante des marchés du travail. On trouve des philosophes spiritualistes, comme le philosophe scandinave Gunnar Adler Karlsson. On trouve aussi différentes formes d'hétérodoxie économique. L'une des plus peut-être
plupart d'entre elles, enfin j'en mentionnerai juste une ici, c'est celle de Yolande Bresson qui a parrainé la naissance du MFRB aussi, et qui essaye de fonder une nouvelle approche de la science économique qui conçoive les échanges comme des échanges de temps. Et dans ce cadre-là, il conçoit le revenu de base comme la mesure de la valeur du temps. Voilà, donc c'est à la croisée de ces lignages que se constitue le réseau dans le sillage de la conférence. Alors plusieurs tâches vont se présenter dans l'immédiat aux fondateurs du réseau. La première, déjà, mais je vais passer vite, puisque Télémac l'a un peu abordé, c'est de lui donner un nom. Ce qui veut dire aussi nommer la cause et la définir. Alors, le nom, ça va être revenu de base, comme vous le savez, qui peut facilement se décliner dans les différentes langues, Basic Income, Basis in Common, Renda in Common, Renta Basica, etc. Voilà, et donc un travail de définition s'opère autour du revenu universel. Dès l'ouverture de la conférence de 86, la communication d'ouverture de Philippe de Paris portait sur les aspects terminologiques et de définition. Et c'est en 88 qu'est adoptée pour la première fois une définition officielle du revenu de base par le bien, à l'issue du second congrès, une définition qui va ensuite évoluer par la suite. Mais très vite aussi, et je le mentionne rapidement d'abord parce que le temps presse et que ça a été évoqué par ailleurs, mais il va s'agir de nommer l'idée, de la définir, et il va s'agir aussi de lui écrire une histoire. Et donc c'est le moment à partir duquel, comme ça a été dit, on va chercher dans le passé, on va redécouvrir des écrits, des propositions qui peuvent s'apparenter, se rapprocher ou correspondre à la définition du revenu de base qui a été produite. Donc c'est comme ça qu'on redécouvre Thomas Spence, mais aussi des auteurs plus proches, James Mead, l'économie de James Mead, G.D.H. Cole, etc. Les personnalistes français. Voilà, et ces différents membres du bien qui vont s'atteler à écrire cette histoire. Une seconde tâche impérieuse qui se présente pour le bien, c'est de le doter d'une organisation, d'une structure, et puis aussi d'un modèle de financement économique. Donc à partir de 88, il y a des statuts qui vont être définis avec un comité exécutif, avec un modèle de financement qui en fait dans un premier temps, pendant très longtemps, va essentiellement reposer sur les cotisations des adhérents. Avec des financements ad hoc pour les congrès, et puis une activité qui va essentiellement prendre deux formes, l'organisation d'un congrès européen tous les 2 ans, et l'édition 3 fois par an du newsletter qui vise à connecter les membres du réseau entre eux et à les informer de toutes les discussions qu'il peut y avoir dans les différents pays autour du revenu de base. Le réseau va aussi se structurer, trouver des appuis dans des associations nationales, même si elles n'ont pas encore à l'époque vraiment le statut d'association affiliée. Donc ça va être il y a le BIRG, le Basic Income Research Group au Royaume-Uni que j'ai déjà mentionné. Il y a l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence qui existe toujours, qui se crée en France au même moment. Il y a une association qui se crée aux Pays-Bas également. La troisième tâche qui se présente aux membres du réseau, ça va être de produire des savoirs pour asseoir la légitimité de ce revenu de base, lui donner une légitimité, notamment aussi une légitimité académique. Et ce travail plus théorique va prendre 3 directions. Une première direction, ça va être celle de la micro-simulation, c'est-à-dire de travaux de projection économique qui visent à calibrer quel pourrait être le montant de ce revenu de base, comment est-ce qu'il pourrait être financé, et donc à montrer aussi que c'est possible de mettre en œuvre un revenu de base, de le financer, et un revenu de base qui soit susceptible d'avoir des effets positifs, notamment en matière de réduction des inégalités de la pauvreté. Une deuxième direction, ça va être des réflexions sur les transformations du capitalisme, du marché du travail, et tout un ensemble de membres du réseau, Guy Standing que j'ai mentionné, Bill Jordan, Klaus Hofe, vont développer, en s'inspirant aussi des idées d'André Gorz, l'idée que le revenu de base serait la protection sociale qui conviendrait à l'économie au capitalisme post-industriel qui se met en place, où le clivage dominant devient un clivage entre justement les personnes qui bénéficient d'une position stable et ceux dont la carrière est marquée par la précarité, l'alternance entre activité et chômage. Et puis la troisième direction qu'on a pu voir avec Guillaume Atelier ce matin, ça va être celle de réflexion, ça va être celle de la philosophie politique et morale. Là, il s'agit d'asseoir la souhaitabilité, la désirabilité du revenu universel. Et c'est Van Parijs qui va être en tout cas le promoteur de cette approche. Alors lui en défendant une voie un peu différente de la voie républicaine,
au départ, hein, puisque c'est celle de ce qu'il va appeler un libertarisme réel, hein, qui renoue avec, qui à la fois essaye de concilier le principe de propriété de soi des libertariens et la défense marxiste, d'inspiration marxiste, hein, d'une liberté réelle. Voilà, je terminerai juste en disant très rapidement quelques mots alors de la mondialisation du réseau, de moi ce que j'appellerais plutôt sa déseuropéanisation, hein, puisque en 2004 ce réseau d'abord européen va devenir mondial, au moins dans son intitulé, hein, le Basic Income Earth Network. Juste j'ai 1 ou 2 minutes ou très bien. Alors si je parle de déseuropéanisation du réseau plutôt que de mondialisation, c'est pour 2 raisons. C'est d'une part pour souligner le fait que même quand on parle de mondialisation, c'est jamais le monde entier, hein, c'est-à-dire que le réseau va trouver des relais dans différentes régions en dehors d'Europe, hein, aux États-Unis, au Brésil, en Corée du Sud, en Inde, en Namibie, en Afrique du Sud par exemple, hein, mais c'est jamais le monde entier. Hein. Il y a différents pôles qui se constituent au sein du réseau. Si je parle de déseuropéanisation aussi, c'est pour rompre avec une vision qui serait une vision peut-être un petit peu eurocentrique, qui verrait le revenu de base comme une idée au départ européenne qui ensuite aurait été diffusée, se serait diffusée au reste du monde, hein, et pour souligner le fait que cette déseuropéanisation, elle est largement le fait, hein, de l'investissement justement des acteurs non européens au sein du réseau. Et plusieurs d'ailleurs, même des fondateurs européens au début sont très prudents, voire réticents à l'idée que le réseau devienne mondial. Voilà, ce changement d'échelle, hein, il est favorisé par l'implication de plus en plus importante à partir de la seconde moitié des années 90 d'acteurs venus d'autres régions de l'Europe. Il s'articule avec d'autres débats au sein du réseau, hein, notamment autour de la féminisation du réseau. Je pourrais en dire 2 mots éventuellement s'il y a des questions. Il s'articule aussi avec des changements technologiques, hein, notamment l'essor d'Internet, qui rend plus facile, hein, la constitution d'un réseau à l'échelle mondiale. La newsletter, par exemple, hein, peut devenir une newsletter électronique envoyée par un mail à travers le monde, et non plus une newsletter papier qu'il faut mettre sous enveloppe, timbrer, envoyer dans les différents pays. Cette mondialisation, elle va aller de pair avec la systématisation, hein, d'un système d'associations nationales affiliées au réseau, hein, dont le MFRB est un des exemples par ailleurs. Elle est secondée par différents événements, hein, l'arrivée de Lula au pouvoir au début des années 2000 par exemple, les premières expérimentations aussi en Namibie, en Afrique du Sud, en Inde. Elle se traduit enfin par une évolution de l'idée, hein, puisque l'idée qui était au départ pensée par les fondateurs, hein, comme une protection sociale destinée à des économies capitalistes riches, voire marquées par l'abondance, hein, et repensée comme un instrument qui peut aussi être un instrument de politique de développement en direction des pays du Sud, hein, et elle va aller de pair aussi avec une forme de professionnalisation du réseau, hein, une division du travail plus marquée entre justement les acteurs académiques ou les intellectuels au sein du réseau et des acteurs venus aussi de la sphère militante, du plaidoyer, des ONG ou des organisations internationales. Et je m'arrêterai ici en m'excusant d'avoir un peu débordé. Je t'en prie Mathieu, merci beaucoup. Ça Alors, c'est mieux. Alors, merci beaucoup Mathieu. Alors on commence à dessiner, vous voyez que on commence à voir comment dans cette histoire longue de siècles et demi de l'idée de la garantie inconditionnelle du matériel d'existence, c'est dans cette histoire qu'il faut inscrire à la création de ce réseau du bien auquel le FRB est affilié, il est né sous son nom finalement, et on voit aussi comment dans cette création de bien, on voit qu'en même temps l'année où est créé le bien, en même temps qu'il y a cette proposition qui sert d'ailleurs à obtenir des fonds pour organiser le premier congrès du bien, dont a parlé Mathieu au début, cette proposition qui proposait de remplacer l'État social belge, une grande partie, par une allocation d'un montant très généreux. Philippe Van Parijs publie un papier donc avec ce Robert Van der Meen qui s'appelle Un chemin capitaliste vers le communisme. Mais en utilisant la notion de capitaliste dans un sens assez faible ou pauvre, en tout cas tel que a pu l'évoquer Yannick. Mais bon, dans tout ça, on a voilà, cette idée, cette idée de l'outil qui arrive avec qui dessine ses liens avec cet idéal, et c'est là ce qui permet d'introduire les travaux de Lottin, qui, elle, dans sa thèse, soutenue il y a un peu moins d'1 an, affirme
je te laisserai corriger ma description, mais proteste notamment contre les descriptions et les revendications de la notion de revenu de base inconditionnel qui tentent à affadir sa radicalité, et donc la radicalité associée à cet outil, qui n'est donc pas seulement un outil, parce qu'aujourd'hui la conversation sur l'outil revenu inconditionnel, le fait de distribuer des sous à tous les membres d'un groupe de façon régulière, est devenu un outil qui est régulièrement discuté, qui est expérimenté de plein de manières, dans des communautés plus ou moins grandes, et en même temps, à cet outil reste associée une idée profondément radicale, voilà, et qui a plus de siècles, qui a été enterrée de la garantie inconditionnelle des moyens d'existence, et donc c'est quelque part là-dedans que la thèse de Lodin s'est inscrite. Alors je te laisse nous en dire plus et réagir aussi à l'intervention de tes camarades. Oui, oui, bien sûr. Je vais commencer en disant que je suis très contente de participer à cette table ronde, déjà parce qu'elle m'a permis de découvrir le livre de Yannick et David, qui a l'air absolument passionnant. Je n'ai lu que l'introduction pour le moment, et de découvrir les travaux de Mathieu sur cette histoire du bien et autres. Et je vois vraiment, et pourquoi je suis contente de participer à cette table ronde aussi, c'est qu'elle va me permettre de mettre un petit peu en évidence une thèse un peu sous-jacente à ma recherche, qu'on voit vraiment transparaître là, à travers les deux premières interventions, qui est à quel point les cadres idéologiques hérités du XIXe siècle font obstacle aux discussions sur le revenu universel aujourd'hui, et en particulier à gauche de l'échiquier politique. Voilà. Et donc je vais me concentrer sur ce côté de l'échiquier politique. Deux petits avertissements pour commencer. Le premier, c'est, comme tu l'as un peu annoncé, Télémaque, ma recherche porte essentiellement sur des revenus de base, alors que tu qualifierais toi au sens large, c'est-à-dire vraiment, moi j'ai tendance à dire plus simplement, voilà, un montant suffisant, je sais que tu n'aimes pas cette expression, mais suffisant pour garantir des conditions de vie décentes. Donc ça c'est le premier avertissement. Bon, je me concentre aussi dans le contexte occidental. Et le deuxième avertissement, c'est que, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé d'adopter un ton assez provocateur dans cette présentation, et donc je vous demanderai d'attendre la fin pour faire des huées, pour pousser des huées ou lancer des tomates, ou ce que vous voulez. Alors, donc on est dans une table ronde sur le capitalisme, donc partons de là. Et considérons que voilà, qu'est-ce qui est propre à la gauche, c'est de dénoncer les méfaits associés au capitalisme libéral que je comprends allié globalement comme un système économique basé sur la propriété lucrative des moyens de production et associé à une forte liberté économique, commerciale, etc. Et donc, si on schématise, pour poser un petit peu un cadre, très très grossièrement, face à ce constat de ces méfaits sociaux associés au capitalisme, on a deux grandes familles de solutions. La famille communiste, donc qui prend vraiment le mal à la racine, qui est d'abolir cette propriété privée lucrative des moyens de production, et la grande famille très hétérogène, social-démocrate, avec plein de troisième voie dedans, enfin voilà, qu'on associe aux troisième voie, et qui, elle, donc, reste compatible avec les grands fonctionnements de l'économie capitaliste libérale, mais l'enserre par un ensemble de dispositions permettant justement d'user l'égalité, en garantissant des droits sociaux, etc. etc. Voilà. Et ce qu'il convient de remarquer, à mon sens, c'est que ces deux familles de gauche, donc très larges comme famille, on a compris, regorgent d'utopie. Alors d'utopie au sens vraiment littéral, c'est-à-dire de modèles de société qu'on considère comme désirables, mais qui n'ont jamais été mis en œuvre à grande échelle et de manière très aboutie. Donc voilà, donc c'est quoi en penser? On regorge d'utopies désirables qui, pour la plupart, à ma connaissance, sont dépourvues de revenus universels. Alors, il y a quelques exceptions, bien sûr. On en a déjà cité quelques-unes, Thomas Spence, Charlier, etc.
Parmi les plus connus là, que je vais me contenter de prendre pour exemple, on va avoir le socialisme utopique de Fourier au XIXe siècle, où il y a un minimum vital qui est garanti. Et aujourd'hui, en France, on a la grande alternative là, du salaire à vie, qui est portée par le réseau Salariat et qui a été théorisée par l'économiste et sociologue Bernard Friot. Donc voilà. Donc, déjà, ce sont des exceptions, mais non seulement ce sont des exceptions, mais quand on regarde un petit peu plus près ce qu'il y a dedans, on voit, enfin on peut percevoir que ce ne sont pas des turiféraires du revenu de base. Hein. C'est-à-dire que il y a du revenu de base, il y a un revenu de base, mais il est tellement intégré dans un projet de société de grande envergure qu'on peut considérer, enfin, qu'il n'apparaît pas comme une priorité. Le revenu de base n'est pas la porte d'entrée de ces modèles. Si on regarde les fourriéristes, par exemple, il est rattaché à un principe qu'ils appellent d'attraction industrielle. C'est quoi? C'est de rendre le travail attractif, de faire en sorte, voilà, que la frontière entre le travail et le jeu soit quasi imperceptible. Et c'est ça la priorité. Enfin, c'est ça la priorité, j'ai envie de dire. Et du côté réseau Salariat, la priorité, c'est une réduction drastique des inégalités, notamment de salaire, et une grande démocratisation de l'économie. Et clairement, le revenu de base, comme vous le savez, hein, ne constitue pas chez eux une priorité, et de fait, il s'oppose, pour la plupart, à son... l'approche que nous en avons au MFRB. Voilà, et ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas d'incohérence du coup dans cette opposition, c'est parce que pour eux, ça n'apparaît pas comme une priorité, comme une porte d'entrée. D'accord? Il y a des choses plus importantes par lesquelles il faut commencer. Voilà. Et donc la question que je voudrais poser aujourd'hui à ceux qui défendraient le revenu de base ici présent, c'est en gros pourquoi? Pourquoi militer pour un revenu de base alors que les grandes utopies de gauche s'en passent très bien? Elles sont tout à fait concevables sans revenu de base. Pourquoi, qui plus est, défendre cette proposition, qui est un terrible casse-tête pour son financement, sa mise en œuvre, etc., pour penser sa viabilité économique, alors que ces autres utopies de gauche sont quasi clés en main. Enfin, elles sont pensées viables, elles sont voilà, beaucoup plus faciles, et en plus il y a beaucoup plus de gens qui les soutiennent. Autre question, pourquoi si demain il y avait un référendum en France qui propose l'introduction d'un revenu de base, allez disons à 900 ou 1000 euros, quelque chose comme ça, pas de panique, ça n'arrivera pas. J'en mets ma main tout à couper, là ça n'arrivera pas. Mais pourquoi vous seriez prêt à voter pour alors qu'une grande majorité, enfin je sais, je fais des projections, mais il me semble qu'une bonne partie de la gauche votera contre. Voilà, donc ça c'est ma question, enfin mes questions, et la petite hypothèse que je propose de vous soumettre, c'est qu'il y a dans la proposition de revenu de base un petit truc en plus, pour parler à la mode, un petit truc en plus qui vous parle, qui vous plaît. Et qu'est-ce que c'est, ce petit truc en plus? Ce serait une fibre individualiste, typiquement libérale. Et là, c'est là où normalement vous avez envie de me balancer des tomates. Et je vous demande d'attendre la fin. Alors, parce que, et c'est là où je veux en venir, il y a quelque chose d'irritant dans ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est irritant, pourquoi? Pas parce que c'est faux, mais parce que précisément, les 2 siècles qui viennent de s'écouler ont donné des connotations très dérangeantes, très gênantes à ces grandes notions. Alors, individualisme. Qu'est-ce que j'appelle individualisme? On va dire qu'il y a en gros 3 gros sens de l'individualisme. On va avoir l'individualisme méthodologique. Ça, c'est en gros dire que l'individu est le point de départ à tout. Ça, c'est quelque chose
voilà, dont une grande partie des sciences sociales est revenue. Hein, et voilà, il y a plein de... Moi, par exemple, dans ma thèse, enfin, dans mes recherches, je suis assez proche de l'individualisme institutionnaliste, hein, c'est-à-dire qui reconnaît qu'il y a la société, bien sûr, et il y a l'individu, et que les deux choses fonctionnent de concert. Bon, c'est pas ça dont je parle, c'est pas de l'individualisme méthodologique dont je parle. C'est pas non plus l'individualisme un peu descriptif au sens courant qui sert à désigner l'égoïsme et l'anomie ambiante, hein, voilà, d'individus complètement centrés sur eux-mêmes, déconnectés, déracinés, tout ce qu'on veut. C'est pas de ça dont je parle non plus. L'individualisme dont je parle, c'est un individualisme normatif qui consiste en quoi? Alors, c'est quoi la petite définition que j'ai retenue là? C'est qui consiste donc à accorder, c'est l'idée, voilà, qui consiste à accorder une importance majeure, voire primordiale, à la possibilité pour les individus de persévérer dans leur conception du bien, aussi marginale, décalée, excentrique, soit cette conception du bien. Pourvu qu'elle soit bien sûr légale, hein, dans les limites de la loi. Et bien sûr, viser cet idéal normatif, ça ne veut pas dire de renoncer à tout ce qui relève de la solidarité, de l'idée de commun, d'institutions partagées, collectives, etc. Mais ça veut dire que voilà, l'émancipation collective n'a de sens que si elle est associée à cette possibilité voilà, de garantie pour l'individu de pouvoir persévérer dans sa conception du bien. Et cet individualisme donc convoque nécessairement ce qu'on va appeler en philosophie une conception, une conception négative de la liberté, comme absence d'interférence, absence d'entrave. Bon, je ne reviens pas sur la définition du libéralisme, ce serait trop long. Enfin non, ce serait rapide, mais c'est superflu. Et j'ai tout dit de ce que je voulais, donc ça je saute. Et voilà, ah oui, la liberté, d'accord, excusez-moi, j'ai retrouvé mon fil. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit, hein, en fait, on a cette espèce de triptyque entre individualisme, libéralisme et conception négative de la liberté, liberté, quoi, et qui a été considérablement affaibli par les 2 siècles qui viennent de s'écouler. Pourquoi? Précisément parce que ce triptyque a été associé par la pensée libérale dominante à des projets de société qui font très peu cas des inégalités et de tout ce qui est situation d'exploitation, de domination, d'aliénation, etc. Et c'est là où les travaux sur le néo-républicanisme sont absolument passionnants, en ce qu'ils permettent un peu de redensifier une conception négative de la liberté, non pas seulement comme absence d'interférence, mais comme absence de domination. Et donc là, on commence à percevoir pourquoi le revenu de base est aussi perturbant et déconcertant, c'est qu'il partage de grandes affinités avec ce triptyque individualiste, liberté, libéralisme, et en même temps qu'il propose un potentiel émancipateur en termes d'absence de domination qui est absolument presque sans précédent. Presque sans précédent, voilà, j'ai mis le petit presque sans précédent. Et qu'il le fait tout en restant compatible avec le fonctionnement d'une économie capitaliste libérale. Donc c'est très perturbant. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi perturbant? C'est justement parce que ce potentiel émancipateur, une grande part de son potentiel émancipateur repose sur quoi? Repose sur sa capacité du revenu de base à attenter à ce que j'appelle, moi dans ma recherche, la centralité du travail-emploi, enfin l'expression travail-emploi ou idéologie du travail-emploi, on la retrouve aussi chez André Gorz, et que cette centralité du travail-emploi est absolument consubstantielle à ces grandes idéologies du XIXe siècle, comme le rappelait Yannick tout à l'heure. Aussi bien le libéralisme que le socialisme s'est construit
dans des environnements déjà largement empreints à cette idéologie du travail-emploi, cette éthique travailliste, hein, cette idée qu'il faut travailler pour vivre, il faut gagner son pain à la sueur de son front, etc., qui est alimentée par deux grandes sources. Hein. On a une source, on va dire, moralo-disciplinaire qui est héritée des morales chrétiennes médiévales, hein, l'oisiveté mère de tous les vices, le péché paresse, etc. etc. Là, je renvoie par exemple aux travaux du médiéviste Sylvain Piron là-dessus, qui sont absolument passionnants. Et bien sûr, l'autre point d'entrée, c'est l'entrée économique, productiviste, standard, qu'on connaît tous avec son florilège de justifications, et dont l'une peut-être la plus fondamentale est la justification, bien sûr, de défense militaire. Il faut être une puissance pour pouvoir se défendre contre tous les méchants du monde. Voilà, et de ce fait-là, la pensée économique est absolument dépourvue en fait, des outils théoriques et conceptuels pour concevoir la viabilité d'une société où les individus auraient la possibilité de consacrer, s'ils le veulent, l'intégralité de leur temps à des activités qui échappent à la validation sociale issue du marché ou de l'administration. Voilà, donc ça, la question économique, c'est un problème dont je traite dans ma thèse, mais qu'on n'a pas le temps de développer ici. Et donc, voilà, donc ce sur quoi je voulais insister là dans le cadre de cette présentation, c'est voilà, à quel point les cadres idéologiques hérités du XIXe siècle écrasent un peu nos horizons de pensée actuels, génèrent souvent des crispations inutiles et qui font vraiment obstacle à des discussions de fond sur laquelle, pour le coup, je pense que toute la gauche pourrait se rassembler, qui est notamment tout ce que le revenu de base n'arrivera jamais à réaliser en termes justement de garantie des moyens de l'autonomie matérielle et immatérielle, de l'autonomie individuelle. On peut penser justement voilà, à tout ce qui est accès aux services publics, la santé, le logement, et un point qui est très important et dont je traite aussi dans ma thèse, c'est comment garantir les capacités politiques, hein, la capacité pour les individus de se maintenir informés, de participer au débat public, et de faire, voilà, de garder un pied dans le monde et avec leurs semblables. Voilà, et j'arrêterai là. Et la protection de l'environnement, bien sûr. D'un environnement qui permette l'habitabilité de la planète. Et bien donc voilà, il nous reste 25 minutes pour que vous, bande de fiefés libéraux, libertaires ou assimilés, puissiez jeter les tomates ou encenser nos intervenants et intervenantes. Je pense qu'on a bien vu la cohérence et cette boucle qui s'écrit dans cette table. Et vous voyez que le bien, donc le réseau va avoir 40 ans dans un an et demi. Et donc voilà, peut-être qu'il se rapproche de son acmé et qu'on arrive voilà, avec un regard, cette actualité des recherches sur son histoire, sur ses théories, on voit comment il y a quand même une sacrée progression sur les décennies passées. Alors c'est le moment où, voilà, levez la main, prenez la parole, taisez-vous. Allez-y monsieur. Oui, bonjour, merci pour ces exposés qui sont magnifiques, très enrichissants sur le plan de la réflexion. Mais je n'ai pas entendu prononcer le nom de Madame Méda, Dominique Méda, qui a écrit du temps d'un gars qui s'appelait Rifkin, je crois, un livre qui s'appelle La fin de la valeur du travail. Ou la fin du travail, ou le travail autrement peut-être, c'est ça. Donc l'idée un peu qui était développée dans ce livre par Dominique Méda, c'est que grâce au robot, enfin c'était la manière dont elle l'exprimait, je crois, grâce au robot, on allait pouvoir dégager du temps, et grâce au temps dégagé, il ne s'agissait pas de revenus de base, mais vous allez voir, ça le rejoint, si le peuple, les gens du peuple, pour reprendre ce que disait Yannick Boss, ont du temps libre, il ne faut pas s'imaginer une seule seconde qu'ils vont se tourner les pouces, parce que l'homme, naturellement, il cherche à travailler. Et il va pouvoir se livrer à des activités qui ne sont notoirement pas lucratives, mais qui ont un intérêt public. Comme vous avez parlé de commun, enfin, je pense que ça peut être tout simplement constituer un commun, un comité de quartier, quelque chose comme ça. Et je crois quand même la pensée de ces
tandem avec Lynn Meda mériterait d'être un peu abordé en complément. C'est une question qui avait été posée, je n'ai pas joué les jeux de la vieille, mais ça avait été posé dans le réseau du mouvement français de revenu base dans les années 92, 93, par là, avant. Voilà, donc bonjour et merci beaucoup pour ces exposés. Vraiment... Merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion. Voilà. Je rebondis sur ce qu'a dit monsieur. Vous avez dit l'homme naturellement cherche à travailler. Je modifierais un peu, je dirais naturellement cherche à s'activer. Et c'est ça, par exemple. C'est-à-dire que quand on se trouve sans rien à faire, il y a assez peu de chances qu'on reste. Parce que selon la croyance populaire, dans le fond de son canapé, à rien faire, on va chercher à faire des trucs. Enfin, ça pourra être un passage, et c'est vraiment une idée contre laquelle c'est difficile de lutter. C'est l'inactivité, la menace de l'inactivité. Ah, tout le monde va rester sans rien faire. Mais non, on ne peut pas. Il y a peut-être des gens qui vont rester sans rien faire, tant mieux pour eux si ça leur plaît. Mais la plupart des gens vont pas rester sans rien faire. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, alors je fais quoi maintenant? Je me suis bien reposée. Voilà. Et puis, je rebondis aussi sur vos paroles. J'ai oublié votre nom, je suis désolée, madame. Lodina. Ouais. Décorréler le travail et l'emploi, et arrêter avec la valeur travail. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui veut prendre les questions anti-travaillistes? Je pense que historiquement, actuellement... Tu peux commencer avec ce qui t'intéressait. Oui, merci pour votre commentaire sur Dominique Méda. C'est vrai que moi j'ai utilisé ces travaux justement pour l'histoire de cette valeur travail. Mais voilà, à ma connaissance, Dominique Méda n'est pas non plus une turiféraire du revenu base, pour le coup. Et quand elle intervenait ces dernières années dans le débat, c'était plutôt justement en porte-parole de cette autre gauche. Mais donc voilà, mais ce qui n'empêche qu'elle apporte énormément, surtout dans les années 90, je crois, beaucoup d'éléments pour penser cette chose. Et puis après, pour madame, oui, c'est absolument passionnant, mais moi, c'est vraiment la chose qui m'a qui me passionne encore dans mes recherches. Je pense qu'il faut faire attention, qu'il faut pas, et qu'il y a une petite difficulté dans le débat, c'est que, oui, nous, partisans du revenu de base, on a une certaine croyance en l'homme, en l'humanité, etc. Et quand on répond à ces objections, je trouve qu'on répond un petit peu trop vite. Parfois, dans le sens où il ne faudrait pas oublier qu'on est dans une société néolibérale, extrêmement aliénante, et qui pousse à une forme d'individualisme au mauvais sens du terme, où l'hypothèse qu'avec un revenu de base, tout un chacun reste dans une course à la performance, à la maximisation de soi, concurrentielle, entre un temps qui serait vraiment partagé entre je scrolle sur TikTok et puis après je fais de mon mieux pour exister dans une société qui n'a pas le terreau existentiel qui nous permette de fournir du sens à nos actions collectives. Voilà, il y a ce petit truc, et c'est là où on peut rebondir, c'est que je pense... Alors, mais bon, ça ne répond pas à la question, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà. Oui, moi je peux dire quelques mots, je vais aborder la question de manière très historique, mais sur Dominique Méda, la question du travail. C'est un ouvrage, l'ouvrage paraît au milieu des années 90, c'est le travail, une valeur en voie de disparition, si je ne me trompe pas. Moi je dirais juste d'un point de vue historique que c'est effectivement un ouvrage qui se fait l'écho, en tout cas, des débats sur le revenu de base et l'allocation universelle, et qui se fait l'écho des débats qui ont commencé au niveau européen, au niveau du bien, et puis en France, notamment autour de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Plus largement, c'est un ouvrage qui est révélateur du fait que
tous ces débats dans les années 80-90 sont aussi très largement des débats sur le travail, sur ce qu'est le travail, et aussi sur la frontière entre le travail et l'emploi. Je parlais de Gors tout à l'heure, comme parmi les figures inspiratrices, mais avec l'idée notamment justement que l'emploi rémunéré ne correspond qu'à une partie du travail qui est effectivement réalisé dans les sociétés. Je crois que c'est un exemple que Van Parijs prend dans un texte en disant que par ailleurs il y a des formes de travail extrêmement utiles ou bénéfiques, par exemple venir en aide à un proche, etc. Malades qui souvent ne sont pas rémunérés, et qu'il y a des formes de travail, d'emploi, au contraire très très bien rémunérés et dont l'utilité est douteuse, Je crois qu'il prend l'exemple de personnes qui travaillent dans le domaine de l'optimisation fiscale pour des grandes fortunes, voilà, donc ils peuvent être très très bien rémunérés sans que l'intérêt global soit très marqué. Donc voilà, donc effectivement, ces réflexions autour de l'allocation universelle, du revenu de base, et le principe de découpler en fait rémunération et travail, sont aussi largement des débats sur le travail, l'éthique du travail, et effectivement la question de savoir, comme tu le rappelais, Odine, si le droit à une retraite, à une couverture maladie, etc., doit être assis sur le fait d'avoir travaillé, cotisé, ou au contraire, si on doit lui trouver d'autres fondements, quoi. Non, enfin, c'est pas des questions que je trouve, moi, dans mes archives, même si le lien qu'il y a entre travail et liberté, c'est évidemment central dans la pensée de Locke, de John Locke. Donc c'est parce que j'agis, que mon corps agit, et que j'agis librement avec mon corps, que ce que génère mon corps, le travail de mon corps, produit des propriétés qui deviennent légitimement une chose qui est à moi, qui est quasi incorporée. Ce qu'on ne dit pas souvent, si on reste dans cette lecture qui peut être justement dans la tradition libérale, on oublie que Locke dit c'est ce que génère mon corps que je peux approprier à condition que ça n'entrave pas la capacité qu'auraient les autres également à s'approprier. Donc c'est toujours un rapport à la propriété que j'évoquais, qui est un rapport social. Donc le travail, l'activité humaine, elle est toujours limitée par l'activité de l'autre. Et par ailleurs, deuxième point, quand Thomas Paine réfléchit à ce que peut être une allocation universelle, ce n'est pas la question du travail qui lui importe, c'est la question de la propriété. On est dans un moment de la Révolution française où, après la terreur, entre guillemets, comme on l'a nommé à ce moment-là d'ailleurs, on va stigmatiser cette période, pour stigmatiser cette manière de construire une république, on est dans un moment où la Convention, les gens au pouvoir veulent limiter la souveraineté populaire, veulent faire en sorte que ce temps qui a été ouvert en 89 et qui, comme ils disent, a dégénéré en incendie qu'on n'a pas pu du tout maîtriser, qu'on puisse enfin maîtriser ce qui a été ouvert en 89. Et en 1995, les moyens de maîtriser ça, c'est de limiter l'accès à la souveraineté et faire en sorte que finalement seuls ceux qui sont des propriétaires puissent avoir une véritable souveraineté active et avoir des droits politiques. Et Thomas Paine dit à ce moment-là, mais comment peut-on limiter l'activité politique au fait d'être propriétaire de certaines choses? Pourquoi faudrait-il être propriétaire de certaines choses pour pouvoir exister politiquement? On lui répond parce qu'être un propriétaire, c'est avoir des biens et donc d'être indépendant des autres, donc ne pas risquer d'être dominé par les autres, et donc d'être parfaitement libre. Alors que quelqu'un qui est au service d'eux, lui, un salarié par exemple, lui n'aura pas la liberté d'agir puisqu'il sera enfermé dans un rapport de domination. Et il me dit, ben voilà, la seule solution, c'est que faire en sorte qu'on soit tous finalement propriétaires de quelque chose, mais que ce ne soit pas quelque chose que l'on nous donne au nom de la charité, mais quelque chose qui est à tous, qui n'est pas stigmatisant. Et donc, si on donne de manière inconditionnelle et universelle à tous les individus une somme,
c'est pas simplement quelque chose qui est un acte de charité, c'est quelque chose qui est pour tous, et il dit c'est d'autant plus valable que ça va être rémunéré sur un bien qui était commun à l'humanité initialement. C'est-à-dire qu'initialement, la terre était à tous. Et il y a bien des gens qui sont accaparés la terre à un moment donné, qui ont peut-être utilisé leur travail pour prendre, mais qui ont oublié la clause qui était si tu prends et que tu prends aussi aux autres, ça s'appelle un vol. Donc Thomas Paine dit il y a eu un vol initial. Il n'est pas contre la propriété en tant que telle, mais il estime que le processus d'appropriation a engendré un vol, et donc il faut réparer ce préjudice, et donc il faut redonner à tout le monde, riche et pauvre, de manière inconditionnelle, une somme qui va lui permettre de dire, ben voilà, je suis autonome, je suis dépendant, je suis propriétaire de ma vie en quelque sorte et de ma capacité d'agir, je ne dépends pas des autres pour mes moyens de subsistance, donc je peux agir en tant que peuple souverain au même titre que ceux qui ont des propriétés, des équipages, des châteaux, etc., etc. Donc c'est cette idée qui est centrale. Il n'y a pas le travail dedans, mais il y a la propriété à l'intérieur. Il y a un lien entre travail et propriété. Oui, je voulais rebondir là sur le thème que vous avez choisi, donc la liberté contre le capitalisme. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs vous ne l'avez pas appelé le capitalisme contre la liberté aussi. Parce que depuis 40 ans, en fait, ce à quoi on assiste, c'est la diminution drastique du domaine de la liberté dans la vie publique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on se balade dans la rue, on est suivi en caméra, on a en plus la prothèse qui nous localise n'importe où nous sommes. Depuis les états d'urgence récents, sanitaires, puis antiterroristes, tout le droit d'exception est rentré dans le droit, dans l'état de droit, entre guillemets, et est en train de le polluer sérieusement. On s'aperçoit que l'argent est gagné partout. Les médias français, alors il y a l'ACME, évidemment, aux États-Unis, avec une plutocratie totale, qui est propriétaire de l'ensemble des moyens des médias et des réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, oui, moi, je mesure bien en quoi la réflexion sur le revenu de base est effectivement un espace de liberté. Mais je reviendrai à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a plus personne pour le porter. Je ne parle pas du MFRB, je parle de la liberté. Qui porte la liberté aujourd'hui ? On est là dans une gestion effectivement du capitalisme, mais du capitalisme qui est déjà arrivé quasiment à ses franges ultimes. Enfin, moi, c'est la manière dont je le vois et dont je le vis tous les jours. Voilà. Et donc, voilà, j'aimerais bien voir que vous réagissiez à ça en disant, est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'il y a encore un espoir alors. Et je parle surtout pour mes enfants. Voilà, parce que j'ai l'impression. Parce que c'est assez amusant, parce qu'il y a 20 ans, déjà, il y a 30 ans, on disait, vous allez voir, on lisait avec effarement Le Meilleur des Mondes, je ne me rappelle plus l'autre, là, voilà. Et en fait, on y est, et même on est dans le neuf langage, déjà. Voilà, donc, moi, j'aimerais bien, ou un neuf langues, voilà. Moi, j'aimerais bien voir vous me donniez quelques raisons d'espérer. Monsieur, on va prendre 3 questions. Bonjour, moi j'ai deux points. Un, c'est une question relative aux Purzlow anglaises, que j'imagine vous connaissez en tant qu'historien. Est-ce que c'est pas une sorte de préfiguration du revenu de base, dans le sens où, si je m'en souviens bien, ça garantissait aux familles la possibilité d'avoir des moyens de subsistance alors qu'ils n'avaient pas de travail? Donc ça, c'est une chose. Et le deuxième, c'est une interrogation de ne pas avoir vu de référence aux idées anarchistes. Lorsqu'on définit la liberté comme non-domination, on est plongé dans la définition anarchiste de la liberté. Si on prend Michel Bakounine, il explique que la liberté des autres est nécessaire à la sienne. Si on prend Murray Bookchin, il refait l'analyse dans le temps très long
de la domination comme problème, des vieux sur les jeunes, des hommes sur les femmes, de tout le monde sur les bêtes et le reste de la nature. Donc ça, c'est la première interrogation. Et l'autre qui est de considérer que l'individualisme est une valeur de droite. C'est pareil, le courant anarchiste, un de ces courants qui est l'anarcho-individualisme, valorise l'individu, ou plus précisément valorise l'initiative individuelle, la capacité d'initiative. En général, les anarchistes sont associés à la gauche, tout ça se discute un peu, mais donc voilà, mes 2 points. Merci beaucoup. Parfait. Je suis très curieuse des réponses qui vont être apportées à vos questions, qui m'intéressent aussi. Mais justement, ma question, c'est pas vraiment une question, mais je serais assez curieuse également d'entendre les réactions de Yannick à l'exposé de Lodine. Est-ce que ça vous inspire à vous, tout ce que Lodine a pu nous présenter, tout simplement? Merci beaucoup. Et moi, j'avais envie de quelle est votre lumière sur l'opposition qui aurait, enfin en tout cas dans la gauche qui ne fait pas avec le nouveau paradigme que sera un revenu de base. Quelles sont ces raisons? Est-ce que c'est un blocage idéologique, un conservatisme, ou il y aurait une opposition fondée sur la valeur, et laquelle, parce que si on doit démonter des choses, autant savoir face à quoi on se bagarre, parce que c'est quand même problématique qu'un projet comme ça ne fasse pas consensus et dynamique réelle à gauche. Donc s'il y a des oppositions, elles sont où? Sont-elles fondées? Est-ce que c'est de la fainéantise ou plus que ça, quoi? Merci David Maurice. Françoise. Oui, merci beaucoup pour tout ce que j'ai entendu, avec lequel ça me permet de réfléchir un peu plus. Je voulais simplement dire, quand on dit homme, est-ce qu'on n'oublie pas quand même certaines personnes? Et puis, je pense à la liberté. Il y a un nouveau, je crois, un nouveau mot qui s'appelle l'assertivité, qui est très intéressant concernant la liberté dite individuelle. C'est-à-dire, en effet, c'est la capacité à s'affirmer tout en respectant les autres. Mais les autres, c'est pour tout le monde. C'est les hommes et les femmes. Peut-être les enfants aussi, peut-être. Merci beaucoup Françoise. Alors, passer la parole à nos intervenantes pour répondre. Peut-être que je vais la proposer à Yannick, mais d'abord je vais abuser de mon privilège de modérateur pour répondre à deux des questions qui ont été posées. La première, c'était sur les raisons d'espérer. Moi, je vais vous dire que sur l'absence de la liberté, je suis papa d'une petite fille depuis 1 mois, et je dois dire que par rapport au discours très défaitiste, moi j'ai quand même le sentiment d'avoir autour de moi beaucoup de raisons d'espérer qu'elle grandisse dans une société dans laquelle elle sera sinon plus libre, en tout cas exposée à moins de formes de domination, ou en tout cas dans lesquelles les formes de domination auxquelles elle sera exposée, elle disposera de plus d'alliés et d'outils pour les analyser. Donc, tout n'est pas si sombre, voilà, mais peut-être que c'est le jeune papa qui veut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et la deuxième chose, sur la question de l'anarchisme, alors effectivement, on ne l'a pas mentionné aujourd'hui, mais je pense que Yannick pourra peut-être en dire un mot sur la notion d'anarchisme dans la Révolution française, mais on a au sein du mouvement français pour une base, on a des séminaires de recherche, dont un qui s'appelle, en référence à un bouquin de Kropotkin, Champs, usines et ateliers aujourd'hui, théorie et pratique économique libertaire au XXIe siècle, puisqu'on a vu que ces propositions de revenu inconditionnel ne sont jamais portées seules, et qu'en fait, dans l'idée d'organiser une économie à partir du postulat que personne n'est contraint économiquement par rapport à ses moyens d'existence, on est obligé de penser une organisation de l'économie sur des bases libertaires, socialistes libertaires. Et mentionné dans les travaux, il y a Eugène Fournière, ce socialiste libertaire du XIXe siècle, qui parlait du socialisme comme un individualisme intégral et complet, ou un libéralisme d'extrême gauche, on est quelque part là-dedans. Et donc voilà, là on s'apprête notamment à lancer un groupe de lecture, je le mentionne, en vue de la traduction de ce bouquin de Kropotkin en français, et on a pas mal de travaux qui vont en ce sens. Alors c'était pas forcément l'objet de cette table, même si Yannick pourra sans doute nous dire quelque chose encore une fois sur la Révolution française. J'espère que Yannick participera à ce groupe de lecture d'ailleurs, mais bon, voilà, c'était pour vous donner quelques pistes déjà. Alors je sais qu'il y avait cette question. On n'est pas couché alors. Parce que... Alors pour reprendre vos questions, effectivement, qui pourraient à chaque fois mériteraient à chaque fois
un long développement. Alors, raison d'espérer. La bête est blessée. Voilà, si je dis les choses à la louche. Et le monstre blessé est en train de réagir. C'est atroce, absolument atroce, mais c'est, d'un certain point de vue, une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le chaos que l'on voit, qu'on tente de développer, enfin aux États-Unis, ça devient massif, c'est une voie possible, mais le rejet de la science. Parler d'extractivisme et de productivisme, il a toujours été soutenu par l'évolution scientifique pendant 2 siècles. Là, les travaux scientifiques disent le contraire. Donc, coupons la science, en tout cas celle qui dit que ça ne va pas, et continuons à faire n'importe quoi, puisque c'est dans la logique du profit. Ça, on le voit, et on voit aussi, un exemple, qu'il y a partout la conscience, qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Je crois qu'il y a tout le monde à l'intuition, plus ou moins évidente, que la manière dont on a fonctionné pendant 2 siècles ne peut plus être la bonne. Voilà, donc la bête est blessée, elle produit la violence, le chaos, il faut le savoir. Après, il faut créer des rapports de force pour que les choses changent, mais il y a quelques années, on ne voyait pas ça. On renaît tranquillement dans le déni de la chose, ou en tout cas on le subissait sans savoir vraiment ce qui se passait. Là, je crois qu'on voit clairement en fait ce qui se passe. C'est-à-dire les choses ont été dévoilées, et ça c'est une bonne nouvelle. Moi je suis effectivement plutôt optimiste parce que je ne pense pas que le progrès soit une chose, c'est une construction du XVIIIe siècle également, mais soit une chose avérée en tant que chose linéaire, mais qu'il y a de fait une humanité qui est de plus en plus ouverte, cultivée, tolérante. Ce que montre la sociologie aussi, on est dans un monde qui est de plus en plus ouvert, même si électoralement on ne voit pas forcément le résultat, mais il y a beaucoup de raisons d'espérer. Le fait que l'on discute de ça aujourd'hui en est une. Dans le travail qu'on faisait là, qu'on fait depuis 40 ans en fait, c'est quelque chose qui était totalement inaudible. Absolument inaudible. Là, on parle de choses qui nous paraissent presque évidentes. Ça tombe presque sous le sens. Alors, en vrac, par rapport à ce que dit Lodine, voilà, elle travaille, elle voit quelque chose de fondamental, c'est qu'on est dans des récits qui nous immobilisent. On a hérité de récits. Qui sont ces récits d'ailleurs qui ont engendré cette invisibilisation de tout un tas de problèmes, le fait qu'on ait acheté l'aspect social par le consumérisme, le fait qu'on nous oblige à finalement être des esclaves satisfaits, d'être des consommateurs et d'être producteurs, tout ça c'est quelque chose qui a été accompagné de grands récits, et ces récits, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour dire les choses un peu brièvement, tue notre imagination politique, en quelque sorte. C'est quelque chose qui nous empêche de penser. Et d'où l'idée qu'il faut, ce que tu fais aussi, en fait, qu'il faut revenir ou penser autrement par rapport à ces prêts à penser pour arriver à se sortir de la nasse. Donc nous, on propose un contre-récit de la modernité au récit de la modernité qu'on nous a proposé dans une perspective qui est aujourd'hui, si le marché, c'était pas le marché capitaliste, mais si le marché, c'était pensé comme un commun. Dire quelque chose où il n'y a pas de rapport de domination. Parce que maintenant, la liberté, comme vous le dites, c'est du pipeau, la liberté du renard libre dans le premier livre, c'est Marx. Voilà, dire, si je veux fonder mon entreprise, aller sur le marché, bon, on est tous libres, mais vous faites laminer, quoi. Vous faites laminer. Voilà. Donc il n'y a pas de droit égal à la liberté. Il y a une illusion, il y a un discours qui est on est libre, mais en fait on n'est absolument pas libre. Vous avez parfaitement raison de le dire. Mais le marché peut être une qualité, un mode d'organisation qui ouvre sur des qualités qui sont celles qu'on peut attendre. Fais à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Ce que vous dites, les rapports hommes-femmes et ces rapports intersubjectifs, ils sont dans des traditions populaires qui sont ancestrales, ce qu'on appelle la règle d'or.
Donc c'est comme ça qu'on s'organise depuis très très longtemps. L'archi le monte dans les communautés villageoises au XVIIe et XVIIIe siècle, dans celles que je connais un peu, et ça pourrait être comme ça aussi. On pourrait parfaitement imaginer des échanges qui ne soient pas basés sur la domination. L'individualisme n'est pas quelque chose qui est à droite. Donc il y a dans notre package idéologique des mots qui ont été captés par la droite et que la gauche refuse absolument d'utiliser ou qu'elle ne veut pas voir. Et dans le principe de revenu de base, effectivement, ça peut faire référence à ces questions d'individualisme, ça peut faire référence à des objets qui, à gauche, font encore peur, parce qu'ils sont dans ce récit, comme le Digne le rappelle, qui, depuis le XIXe siècle, nous met dans un cadre de pensée qui est celui qui nous immobilise. La propriété, c'est pas forcément quelque chose de mal. La propriété privée, c'est pas quelque chose forcément qui est mal. Ce qui est problématique, c'est la propriété exclusive qui empêche les autres d'exister librement. Par moi, Robespierre, on l'a toujours vu, c'est un bourgeois qui fait une révolution bourgeoise et il est pour le marché, il est pour la propriété privée. Certes, mais il est pour une propriété privée qui s'arrête où commence l'existence de l'autre. Donc si je fais faire de l'argent parce que mon entreprise a besoin de faire des profits et qu'elle n'en fait pas assez et que je ne vais pas pouvoir redistribuer de dividendes suffisamment à mes actionnaires, donc je vais virer 2000 personnes, ça c'est impensable dans le cadre de la pensée républicaine que j'ai en tête. Elle va dire on peut être parfaitement un propriétaire de son entreprise et faire ce que l'on veut avec jusqu'au moment où on entrave, on touche la liberté de l'autre, on touche le droit à l'existence. Donc, on peut avoir une pensée de la propriété qui n'est pas celle que l'on connaît. On dit l'État, c'est de gauche. Qu'il faut qu'il y ait une structure qui permette, comme ça, d'encadrer la vie. L'égalité, c'est plutôt une régulation par l'État. Tout le monde ne dit pas ça. Tout le monde ne dit pas ça. Je vais revenir sur l'anarchisme. Voilà. Mais en gros, c'est ça. La solution qu'on a en tête, c'est redonner de la possibilité à l'État de redistribuer, de donner les possibilités de l'égalité, ça serait plutôt à gauche et le marché serait plutôt à droite. C'est ce type de pensée-là qui, effectivement, nous empêche de réfléchir. Alors, pour rebondir sur l'anarchie, Robespierre est qualifié d'anarchiste, d'anarchisme. Donc, l'idée que le pouvoir appartient aux communes, il faut laisser le pouvoir exécutif dans les communes, c'est typiquement la pensée montagnarde. Saint-Just, Robespierre dit ça. C'est pas lui qui a supprimé les sections à Paris? Non, les sections n'ont jamais été supprimées puisque les sections, ce sont les assemblées primaires. Ouais. En revanche, il y a des sociétés populaires qui ont été interdites pour des raisons qui étaient le noyautage, essentiellement, de ces sociétés par un certain nombre de personnes, au détriment des gens qui travaillaient, justement, qui ne pouvaient pas se permettre d'être là. D'où le fait qu'on a donné une somme aux gens qui pouvaient s'indemniser de leur présence dans ces groupes de discussion à Paris. Mais ce ne sont pas les sections. Les sections, c'est l'endroit où on vote, qui va devenir le cadre, effectivement, de la vie politique. Le maximum, le fait que chacun ait la possibilité de contrôler l'économie, donc les prix de l'économie, le prix des matières premières, pas simplement les prix de la consommation, c'est quelque chose qui est donné aux communes. La loi du maximum, donc le 4 décembre 1993, dit on donne ce pouvoir exécutif de l'économie aux communes. On va reprocher à cette organisation d'être un monde dans lequel le peuple, je cite, est constamment délibérant. Donc c'est l'anarchie organisée, disent ceux qui combattent ce mode d'organisation républicain. Donc on est dans la stigmatisation autour de l'anarchie, mais au sens négatif du terme. C'est pas encore retourné, comme au XIXe siècle, en chose positive, avec Proudhon et d'autres, mais l'anarchie comme une désorganisation est quelque chose qui est stigmatisé. Vous avez raison. J'ai beaucoup de mal avec mes copains anarchistes de leur expliquer que Robespierre est taxé d'anarchiste, parce que dans la tradition, dans le récit anarchiste, on est du côté de l'État, justement, on est du côté du jacobinisme centralisateur, ce qui est aussi faux.
le pouvoir est aux communes. Donc il n'y a pas de jacobinisme centralisateur. Donc quand je parle avec mes camarades anarchistes, j'essaie de revenir justement sur ces questions pour leur montrer qu'il y a des voies ouvertes, qu'il y a eu d'autres récits possibles au XIXe siècle, mais qui ont été aussi en partie enfermés dans des lectures qui les ont aussi immobilisés, je pense. Et on peut, merci beaucoup Yannick, et là on s'approche de la fin, on peut dire, alors en deux mots, on peut dire aussi que les mouvements écolos sont une lecture des partis écolos qui sont nés de mouvements libertaires qui ont voulu s'investir dans les mouvements, et donc là ça rejoint ce que va côté Mathieu qui aura encore beaucoup de choses à nous dire, et qu'une conception de l'État, c'est voilà, cet anarchiste révolutionnaire Gustav Landauer du 19e siècle qui disait qu'on se trompe en pensant que l'État c'est comme une chaise ou une table et qu'on le détruit en cassant un objet. L'État c'est d'abord un mode de relation, l'État c'est nous, et on le détruira en construisant d'autres modes de relation. Donc voilà, ce sera le mot de la fin pour lui. Malheureusement, Lodi et Mathieu avaient des choses à nous dire, et je m'excuse.